Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice. On vous a encore peu entendu depuis votre prise de fonction. Merci donc d'être venu répondre. Je voudrais qu'on parte de la situation à Marseille pour essayer de comprendre les besoins de la justice aujourd'hui, les difficultés auxquelles elle fait face. Marseille, une sauvagerie inédite, a dit le procureur, après ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Les jeunes, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. En 48 heures, il y a eu un jeune de 15 ans, petite main du narcotrafic qui avait été poignardé, brûlé vif, son corps abandonné dans une poubelle. Et 24 heures plus tard, un tout jeune tueur à gages, 14 ans, un ado, qui avait tué un chauffeur Uber d'une balle dans la nuque. Et l'on apprend que celui qui tire les ficelles a lui-même 23 ans. Il est déjà condamné et il passerait commande depuis un quartier d'isolement à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes. Ça pose énormément de questions. Vous avez d'ailleurs demandé une inspection à l'inspection générale sur la situation de ce centre pénitentiaire. Ça pose des questions sur la justice des mineurs, ça pose des questions sur le narcotrafic et sur la réponse pénale que vous allez y apporter. Sur la justice des mineurs d'abord, et je dirais une question très concrète. Aujourd'hui, elle se passe en 2 temps, culpabilité, sanction. Allez-vous réunir ces 2 moments? Allez-vous reprendre la justice des mineurs dans ce pays? Les faits que vous reproduisez sont atroces. Et le sujet est d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Et c'est un phénomène qui monte en puissance. Donc il faut que nous puissions réagir et nous donner les armes nécessaires pour affronter effectivement ces situations. Alors il y a plusieurs sujets. Vous évoquez immédiatement la justice des mineurs. La justice des mineurs ne peut pas être la justice des majeurs. C'est un principe constitutionnel, c'est même un principe qui est reconnu dans des conventions internationales, dans des traités internationaux. Ça veut dire que vous n'allez pas supprimer l'excuse de minorité, comme on dit? Non, n'anticipez pas sur la réponse que je peux faire. Le Premier ministre m'a demandé de réfléchir à l'atténuation de responsabilité des mineurs dans un certain nombre de situations d'une extrême gravité, c'est-à-dire notamment pour les mineurs de 16 à 18 ans, pour des crimes, donc des situations tout à fait exceptionnelles. Il y a déjà des dérogations, d'ailleurs, à cette excuse de minorité. Il faut voir comment nous pouvons élargir dans le respect de l'état de droit. Mais je crois que nous avons quelques marges. C'est le mot que nous avons quelques marges atténuation de l'excuse. Oui, c'est d'ailleurs le terme qu'a retenu le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Est-ce que ça veut dire que, là encore, prenons des exemples très concrets pour savoir ce que ça voudrait dire dans les faits. Quand vous voyez que le meurtrier présumé de la jeune Philippine avait été condamné à 7 ans de prison pour viol, mais avait bénéficié d'une remise automatique de peine. C'était pas un juge des libertés qui l'aurait remis en liberté, comme ça avait pu être dit sur le moment. Non, c'est une remise automatique parce qu'il n'avait que 17 ans. Oui. Vous savez Est-ce que lui, aujourd'hui... Tout cela, nous sommes en train cette remise automatique n'existerait plus? Tout cela, nous sommes en train de l'expertiser pour que nous puissions, dans le cadre du respect de l'état de droit, trouver les solutions pour faire en sorte que ce type de situation puisse être sanctionné comme il se doit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'il est toujours en Suisse, le meurtrier présumé de la jeune Philippine? Vous savez qu'il y a des règles. Il a été arrêté en Suisse. La demande d'extradition a été faite par la France. Elle a été faite. Elle a été faite par la France dans les délais. Maintenant, il faut que la procédure suive son cours. Parce que normalement, il y a 18 jours, en effet, pour faire cette demande. Elle a été faite dans les temps. Il devrait donc... rien ne s'oppose à ce qu'il soit... extradé vers la France. Mais vous savez qu'il peut refuser, qu'il y a des procédures. Il est aujourd'hui détenu en Suisse, donc il y a une garantie au niveau de sa détention. Maintenant, je ne peux pas me substituer à la justice suisse et au gouvernement suisse. Mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ou pas ? Nous le verrons. La demande a été formulée hier et la France insistera, bien évidemment, pour que cette personne soit jugée en France. Didier Migaud, allez-vous rétablir la double peine? C'est aussi une des questions qui s'est posée.
Alors, qu'est-ce que c'est que la double peine? Pour vous parler des peines planchées, des peines accentuées pour la récidive? On peut parler de tout ça aussi, hein, mais en l'occurrence, la question de savoir si ceux qui sont arrêtés pour des crimes en France et qui n'auraient pas la nationalité française doivent être renvoyés automatiquement. Cela dépend une fois de plus des situations. Vous savez, les réponses ne sont jamais aussi simples que les questions que vous exprimez. Alors je suis bien consciente que votre job est plus difficile que le mien. Ça n'est pas toujours compris par l'opinion publique qui souhaite qu'effectivement, qu'à partir du moment où de telles atrocités sont commises, les personnes puissent être poursuivies et bien sûr sanctionnées. Et je suis pour une réponse pénale ferme. Et je veux rassurer l'opinion publique sur l'état d'esprit des magistrats qui apportent des réponses fermes à l'ensemble de ces situations. D'ailleurs, quand vous constatez les décisions que peuvent prendre les cours criminelles départementales, quand vous les comparez aux décisions qui sont prises par les cours d'assises, où d'un côté vous avez sur les cours criminels des magistrats professionnels, de l'autre côté, au niveau des cours d'assises, à la fois des magistrats professionnels, mais aussi des citoyens qui sont des jurés. Les décisions sont plus sévère au niveau des cours criminels, c'est-à-dire là où il n'y a que des magistrats professionnels. Donc voilà, il faut... Je suis navré de ces attaques contre la justice, qui remettent en cause d'ailleurs l'indépendance de la justice. Vous estimez aujourd'hui qu'il faut défendre l'institution? Mais bien évidemment. Dans une démocratie, ne pas défendre la justice, c'est remettre en cause les fondements de la démocratie. Alors, il faut veiller au bon fonctionnement de la justice, dans le respect d'un certain nombre de droits. Et l'indépendance de la justice, l'individualisation des peines, c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Mais il faut aussi, bien sûr, que la réponse pénale soit ferme. Et les instructions que je donnerai au niveau d'une politique pénale seront toujours fermes. Mais pas de rétablissement de la double peine. Mais... tous ces sujets-là, nous allons essayer de les aborder. En tout cas, ce n'est pas votre souhait à ce stade. Je veux éviter les solutions simplistes. Il y a parfois un certain nombre de propositions qui sont formulées. On se fait plaisir en les formulant. Et puis, en fait, on voit que ça ne marche pas. Par exemple, les peines planchées, on ne peut pas considérer que ça a été une réussite. D'ailleurs, les peines accordées après la suppression des peines planchées ont été plus sévères. Donc évitons les solutions faciles. Bon, et faisons confiance au juge. Le juge, il a connaissance d'un certain nombre de faits dans le dossier qu'obligatoirement vous n'avez peut-être pas au niveau des médias ou que le citoyen n'a pas. Donc il faut faire confiance à la justice. Vous voulez rétablir je suis préoccupé par le confiance. fait que cette défiance que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis d'ailleurs de l'ensemble des institutions. Mais pas seulement les citoyens. Le ministre de l'Intérieur lui-même a commencé par dire quand même qu'il y avait l'impression que la justice était souvent laxiste. Non, il a tort de le penser, s'il l'a exprimé. Rien ne sert d'attaquer les magistrats, c'est même totalement contre-performant. Je ne souhaite pas opposer la police à la justice. Il n'y a pas d'un côté la police qui arrête les délinquants et puis la justice qui les libère de l'autre. Ça n'est pas vrai. Bon, il y a une complémentarité. D'ailleurs, une police qui est bien connue par les citoyens, qui est la police judiciaire, elle est sous l'autorité du procureur de la République, bon, et sous le contrôle de la Chambre de l'instruction, et sous la surveillance du procureur général. C'est déjà la justice. Vous savez, la justice, mais ce sont des milliers de décisions qui sont prises. Je ressens un ministre un peu sur la défensive, malgré tout. C'est-à-dire que vous venez de prendre votre boulot parce que la justice est attaquée et que, comme garde des Sceaux, je dois la défendre, tout en ayant une réponse ferme sur le plan pénal, tout en étant ferme, sans complaisance, sur d'éventuels manquements. Sur la question du narcotrafic, l'une des pistes évoquées d'ailleurs par ce même ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce matin dans le journal Le Parisien, il dit l'avoir évoqué avec vous, un parquet national dédié au narcotrafic. Oui, il faut voir si c'est la meilleure solution. Et j'espère apporter une réponse très, très rapidement. Je précise que, par exemple, il y a un parquet spécialisé sur la lutte contre le terrorisme. C'est une solution qui n'est pas partagée totalement dans le monde de la justice. Donc, en tout cas, je souhaite que nous puissions répondre à ce sujet qui est d'une gravité exceptionnelle dans des délais rapprochés. D'ailleurs, à Marseille, nous sommes convenus avec le ministre de l'Intérieur d'y aller ensemble. Ce sera symbolique. Main dans la main. Main dans la main, je ne sais pas. C'est pas. Mais nous pouvons avoir des sensibilités différentes. Le gouvernement n'est pas monocolore, mais nous devons être capables de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, trouver des
compromis utile pour répondre justement de façon efficace aux problèmes qui se posent. Et je pense que c'est tout à fait possible. Mon prédécesseur y avait travaillé. Une commission d'enquête a eu lieu, d'ailleurs au niveau du Sénat, avec des propositions conjointes. C'était des propositions consensuelles. Vous aviez une double autorité ensemble. Mais bien évidemment, il le faut. Il le faut. En plus, nous sommes dans une situation dans notre pays où il n'y a pas de majorité absolue. Bon, et avec une dissolution qui n'est plus possible pendant un certain temps. Il faut bien travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Il y a des attentes très fortes. Mais c'est par nécessité au minimum. L'intérêt général nous impose de le faire. Didier Migaud, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé d'ailleurs avec cette prison. Depuis la prison, cette commande, je le disais tout à l'heure, de ces terribles jeunes à Marseille. Mais justement, puisqu'on parle de Marseille, je voudrais vous poser une question sur ce qu'il s'est passé hier soir au Baumette. Selon les informations du service police-justice de BFM TV, un détenu en aurait égorgé un autre. Êtes-vous en mesure de nous le confirmer ce matin ? Je confirme qu'il y a effectivement un crime qui a été commis. Je ne peux pas davantage commenter, mais je confirme cette information. Vous confirmez cette information dans le contexte que l'on connaît, le contexte aussi de surpopulation carcérale, d'extrême difficulté à permettre que les uns et les autres vivent ensemble dans les prisons. Comment vous réagissez-vous, ministre de la Justice ? Il y a quelques années, les États généraux de la justice ont décrit une situation de crise au niveau de la justice, au niveau de nos prisons. Cette situation... elle a été prise en considération. Vous avez une loi de programmation qui a été votée. Il faut que les engagements pris soient au maximum respectés, y compris dans un contexte de situation budgétaire dégradée. Je partage l'objectif du Premier ministre de redresser les comptes publics. C'est une nécessité. Et puis, c'est pas l'ancien premier président de la Cour des comptes qui va. Mais je pense qu'on peut maîtriser les finances publiques tout en conservant des priorités. Vous savez, autour de nous, il y a des tas de pays qui y arrivent de maîtriser les finances publiques et dans le même temps d'avoir des priorités. Le budget de la justice dans notre pays, c'est 2% des dépenses de l'État. Nous sommes très en deçà de ce qu'on font d'autres pays qui nous sont comparables. Donc, on attend beaucoup de la justice. Il faut pouvoir lui donner les moyens. Il y a un certain nombre d'améliorations qui peuvent être obtenues. C'est à moi que vous parlez là ou c'est au Premier ministre, à travers mon micro ? Je parle aux citoyens, à l'ensemble des citoyens. Le Premier ministre, je lui en ai parlé. Je crois qu'il est tout à fait conscient de cette situation. Il s'est exprimé. Vous avez dit il y a 2 jours que le budget tel qu'il vous avait été présenté pour l'instant, le budget de la justice, n'était pas satisfaisant. Oui, je partais de la lettre plafond qui a été arrêtée au mois d'août et qui n'est pas satisfaisante au regard des engagements qui ont été pris. Donc le Premier ministre, d'ailleurs, a dit qu'il souhaitait, sur un certain nombre de budgets, dont la justice, faire des ajustements. Donc nous sommes, en discussion. Dans ce moment-là, vous êtes en égo, quoi. Mais qui est un moment normal entre un ministre et puis le Premier ministre qui doit faire les arbitrages. Et a priori, je lui fais confiance. A priori, tout est dans le a priori, Didier Migaud. Non, oui, a priori, et puis j'espère a posteriori. Avez-vous eu, Didier Migaud, la garantie que vous aurez bien les moyens d'assurer, notamment les embauches prévues, ne serait-ce que les embauches prévues, même pas aller plus loin, c'est 1500 magistrats supplémentaires, 1800 greffiers, 1100 contractuels, la poursuite du plan de construction, 18 000 places de prison supplémentaires. Sur les effectifs, c'est ma priorité. On ne peut pas attendre de la justice sans lui reconnaître les moyens nécessaires. Je vous dis, il y a peut-être des améliorations qu'il faut faire. J'ai quelques idées en tête. Dans le cadre d'un dialogue avec les magistrats eux-mêmes, avec tous les acteurs de la justice, je pense qu'on peut simplifier un certain nombre de procédures. On peut peut-être redéfinir le rôle de chacun entre le juge pénal, le juge financier, le juge administratif. Il y a des choses qui peuvent être entreprises pour contribuer à l'amélioration du bon fonctionnement de la justice. Tout n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. Qu'est-ce que vous dites à Nicolas Jauniaux, qui était l'ancien directeur de la prison de Mayotte, qui a annoncé lundi sa démission pour dénoncer, je cite, des conditions de travail dégradées au sein de son établissement pénitentiaire surpeuplé. C'est rarissime, une démission comme celle-là.
Oui, et ça traduit une situation effectivement qui était extrêmement difficile. Hein. Il y a eu des mouvements une mutinerie, prise d'otages, qui s'est déroulée le 28 septembre. Des événements que j'ai eu l'occasion de condamner. Nous avons envoyé d'ailleurs immédiatement des renforts pour soutenir le personnel pénitentiaire qui est sur place. Il y a d'ailleurs un projet de création d'un nouvel établissement sur Mayotte. Oui, mais justement, il le dit, ce projet est pour l'instant uniquement à l'état de plan. Il n'y a pas la première pierre. Eh bien, écoutez, nous allons tout faire pour essayer d'accélérer les choses. C'est un problème que nous avons à Mayotte, c'est un problème que nous avons aussi dans d'autres départements ou territoires d'outre-mer, et c'est un problème que nous avons y compris en métropole. Je précise d'ailleurs les chiffres. Dans cette prison-là, il y a 650 détenus au moment où on se parle, pour 278 places. Je reprends ma question, Didier Migaud. Ces 2 drames à Marseille, on apprend qu'ils ont été commandités par un homme de 23 ans depuis le quartier d'isolement d'une prison. Comment c'est possible, ça ? Eh ben, c'est incompréhensible, donc il faut chercher à comprendre. C'est pour ça que j'ai décidé d'une inspection. Donc j'espère en avoir les résultats très vite. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y ait eu des manquements en tant que tels, mais il y a des dispositifs qu'il faut vraiment renforcer. C'est pour justement ne plus avoir ces matériels qui normalement sont interdits et qui arrivent encore à pénétrer dans les prisons, par des drones, par des envois dans des cours qui ne sont pas suffisamment couvertes. Donc là aussi, ça nécessite des moyens. L'idée de couvrir de manière systématique les cours des prisons, c'est une des solutions. C'est une solution. Vous avez aussi des mécanismes anti-drones. Vous avez aussi des portiques de sécurité qui peuvent mieux détecter. Il y avait la fouille. Oui, mais la fouille peut ne pas être suffisante. Vous avez... déjà, il faudrait la rétablir, permettre de manière plus systématique. Bien évidemment. Donc, je ne peux pas davantage commenter, mais sachez que je suis tout à fait conscient de cela et de l'incompréhension que cela peut susciter. Donc, il faut pouvoir prendre des dispositions. Ça nécessite aussi un dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et croyez-moi, le personnel pénitentiaire fait un très gros travail dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, il faut pouvoir d'ailleurs respecter l'ensemble des engagements qui ont été pris à l'endroit de ces personnels. Et il faut pouvoir dialoguer avec eux pour voir comment améliorer tous ces dispositifs de sécurité. On se souvient bien sûr à quel point ils avaient tous été bouleversés par l'épisode Mohamed Amra au péage d'Incarville le 14 mai dernier. 2 de leurs hommes avaient été tués. Et 3 autres blessés. Il est toujours l'homme le plus recherché de France. Oui, bien sûr. On n'a pas de... tout à fait légitime. Depuis le 14 mai dernier. Oui. Vous n'étiez pas vous-même ministre, mais vous comprenez effectivement que ça interroge. Bien évidemment, mais tout est employé pour faire en sorte qu'il soit retrouvé et qu'il puisse être... Les moyens sont encore aujourd'hui mis sur cette piste, sur cette recherche. Je le pense. Je ne vais pas me substituer au ministre de l'Intérieur. Et je comprends l'émotion légitime des personnels pénitentiaires. Il y a un protocole, dit protocole d'Incarville, qui a été adopté entre les acteurs pénitentiaire et puis le ministère. Il s'agit de respecter, bien sûr, tous les engagements qui ont été pris. Didier Migaud, l'état de droit est-il sacré ? L'état de droit est fondamental dans nos démocraties. Vous comprenez bien sûr, et je vois votre sourire, que vous comprenez pourquoi je vous pose cette question, parce que cette phrase a été prononcée par Bruno Retailleau. L'état de droit n'est pas sacré, dit-il. L'état de droit, ce sont des principes qui sont considérés comme essentiels dans une démocratie. C'est quoi ? C'est l'indépendance de la justice, c'est la séparation des pouvoirs. Bon, donc, vous en avez parlé ensemble, vous êtes compris là-dessus ? Oui, bien sûr, nous en parlons, mais je crois qu'il y a eu des malentendus sur la différence qu'il faut faire entre l'état de droit et l'état du droit. L'état du droit, bien sûr, peut être adapté, modifié, et le Parlement a toute légitimité pour le faire, mais on peut le faire, on peut, je pense, répondre à tous ces sujets extrêmement difficiles en respectant l'état de droit. L'état de droit peut changer ? Est-ce qu'il peut évoluer ? Est-ce que vous estimez par exemple qu'il faut toucher... L'état du droit peut évoluer. L'état du droit peut évoluer. Est-ce qu'il faut toucher à la Constitution potentiellement ?
Le pouvoir constituant a tout à fait la possibilité. Il y a des procédures de révision. Phrase, en tout cas. Il y a des procédures de révision de la Constitution, mais je pense que dans le cadre de l'État de droit, nous pouvons améliorer un certain nombre de dispositifs. Dans le cadre de cet État du droit aujourd'hui en France. Je pense que l'État du droit peut évoluer, bien évidemment. Je pense que, y compris avec Bruno Retailleau, nous pourrons faire un certain nombre de propositions sur des préoccupations qui peuvent nous être communes. Une fois de plus, je pense qu'on peut trouver les compromis nécessaires et on peut passer les compromis sans se compromettre. C'est à la fois philosophique et politique. Merci beaucoup Didier Migaud, ministre de la Justice, d'être venu ce matin répondre à toutes ces questions et confirmer tristement cette nouvelle. Vous le confirmez, un crime a donc été commis entre deux détenus au Baumette la nuit dernière. Il est 8h53 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.